Ma sœur m'a regardé dans les yeux et a dit, « S'il te plaît, transfère-moi ton appartement. Je suis trop malade pour travailler. » J'ai souri, j'ai allumé ma télévision et j'ai répondu, « Ces photos de boîte de nuit disent que tu n'es pas trop malade pour faire la fête. » Je m'appelle Cassandra Patet. J'ai 31 ans. Et peut-être que d'écrire tout cela est la seule façon pour moi de ne pas me demander si ma famille a raison à mon sujet. 10 ans, chaque dollar, chaque heure supplémentaire, chaque vacance que je n'ai jamais prise, chaque dîner que j'ai étiré sur 3 repas parce que l'hypothèque comptait plus que le confort. J'ai remboursé cet appartement avec une décennie de ma vie. Et ma sœur voulait que je le lui cède parce qu'elle était malade. Malade des responsabilités, peut-être. Je ne suis jamais allé à l'université, non pas parce que je manquais d'ambition, mais parce que mes parents m'ont dit qu'il n'y avait assez d'argent que pour l'éducation d'un seul enfant. J'avais 18 ans quand ils m'ont assise à la table de la cuisine et l'ont expliqué comme une décision commerciale. Ma sœur aînée, Vanessa, avait 23 ans à l'époque, déjà dans sa 3e année d'université, étudiant quelque chose avec le mot communication dans le titre. Ils ont dit qu'elle avait plus de potentiel académique. Je me souviens avoir hoché la tête comme si je comprenais, même si quelque chose en moi s'est plié silencieusement en deux. Vanessa a eu les frais de scolarité. Moi, j'ai eu des bottes de travail. La construction est venue en premier. Brutal en été, brutal en hiver, brutal pour mon dos et mes mains. Ensuite, le travail en entrepôt. Un salaire légèrement meilleur, des horaires pires. À 21 ans, j'ai commencé un apprentissage en électricité. Et pour la première fois, j'ai vu un avenir qui ne dépendait pas de quelqu'un qui me choisissait. Cette même année, j'ai pris la décision qui a défini mes années 20. J'ai acheté un appartement. L'appeler un appartement semble généreux. C'était un minuscule appartement d'une chambre dans un quartier difficile, dans un vieil immeuble où les tuyaux cognaient la nuit et où le couloir sentait la cigarette, peu importe combien de fois la direction repeignait les murs. Il y avait un coin de rue à 2 pâtés de maison où tout le monde savait qu'il ne fallait pas marcher après la tombée de la nuit, mais il coûtait 127 000 $ et la banque a dit que je pouvais me permettre l'hypothèque si je faisais attention. Alors, je suis devenu prudente d'une manière qui s'est transformée en trait de personnalité. Du riz et des haricots, des vêtements d'occasion, pas de vacances, pas de nouvelle voiture. J'ai conduit la même Civic de 2008 jusqu'à ce que la porte du passager donne l'impression de ne tenir que par la prière. Les rendez-vous amoureux n'arrivaient presque jamais parce que qu'étais-je censé dire à un homme? Viens chez moi, assieds-toi sur ma chaise pliante et bois de l'eau du robinet pendant que je parle des taux d'intérêt. Pendant 10 ans, j'ai regardé d'autres personnes vivre des vies qui semblaient plus douces que la mienne. Mes collègues ont acheté des camions, fait des voyages le week-end, se sont mariés, ont eu des bébés, ont publié des photos de plage. J'ai travaillé, payé, réparé, répété. Il y a 3 mois, j'ai fait le paiement final. Le quartier avait changé pendant que j'étais trop occupé à survivre pour le remarquer. Le coin dangereux avait maintenant un studio de yoga. Le petit restaurant bon marché est devenu un café artisanal. Mon petit appartement valait environ 168 000 $. Plus important encore, il était à moi. La première chose que j'ai jamais possédée librement et entièrement. La première preuve que je pouvais construire quelque chose que personne ne m'avait donné. J'aurais dû garder le silence. Vanessa avait toujours pris un chemin différent. Elle a terminé ses études universitaires avec l'argent de mes parents. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, aucun emploi ne lui convenait jamais. La vente au détail était toxique. Le travail de réception était épuisant. Le café était en dessous d'elle. Chaque patron la comprenait mal. Chaque collègue était jaloux. Chaque lieu de travail échouait à apprécier son potentiel. Puis, à 30 ans, elle a annoncé qu'elle avait une maladie chronique. Elle ne l'a jamais nommée clairement. C'est compliqué, disait-elle. Les docteurs font encore des examens. Ou tu ne comprendrais pas à moins de l'avoir vécu. Je veux être clair. Les maladies invisibles sont réelles. La fatigue chronique, les troubles auto-immuns, la fibromyalgie, ces choses peuvent détruire des vies, et les personnes qui en souffrent méritent de la compassion. Donc, au début, j'ai accordé à Vanessa le bénéfice du doute. Mais 6 années ont passé, et les schémas sont devenus difficiles à ignorer. Elle était trop malade pour travailler, mais jamais trop malade pour faire du magasinage. Trop fragile pour un emploi à temps partiel, mais assez forte pour des concerts, des voyages à la plage,
des autoportraits à la salle de sport, des escapades le week-end et pour danser jusqu'à 2 heures du matin. Mes parents la croyaient parce que croire était plus facile que d'éduquer. Puis est venu le dîner de famille mensuel. Je leur ai dit que j'avais fini de payer mon appartement. J'attendais des félicitations, peut-être même un moment où ils me verraient non pas comme la fille qui n'avait pas besoin d'aide, mais comme la femme qui avait accompli quelque chose de difficile toute seule. Au lieu de cela, mes parents ont échangé un regard. Ma mère, Diane, a dit, en fait, Cassandra, nous voulions te parler de l'appartement. Mon estomac s'est noué avant même que je sache pourquoi. Mon père, Martin, s'est éclairci la gorge. Ta sœur a besoin de son propre espace. Vivre avec nous affecte sa santé. Les docteurs disent que l'indépendance aiderait sa guérison. Vanessa a baissé les yeux, sa voix douce est répétée à l'avance. Ton appartement serait parfait. Calme maintenant, pas d'escalier près de la clinique où je vais. Ma condition nécessite un environnement à faible stress. J'ai regardé d'un visage à l'autre. Que me demandez-vous exactement? Ma mère l'a dit comme si c'était raisonnable. Nous pensons que tu devrais laisser Vanessa la voir. Tu es en bonne santé. Tu peux travailler. Elle ne le peut pas. J'ai ri parce que mon cerveau refusait d'accepter la phrase d'une autre manière. Vous voulez que je lui donne mon appartement? Papa a hoché la tête. Transfère-le à son nom. Tu peux louer quelque part. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Puis Vanessa m'a regardé et a dit la phrase que j'entends encore la nuit. Ce n'est pas comme si tu l'avais construit, Cassandra. Tu l'as juste payé. 10 années de ma vie sont devenues simplement juste payées. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais alors que je conduisais pour rentrer chez moi, les mains tremblantes sur le volant, je savais déjà une chose. Ils n'étaient pas venus pour demander. Ils étaient venus pour recouvrer une dette. Ce qui a suivi n'était pas une conversation. C'était une campagne. Pendant 2 semaines, ma famille a traité mon appartement comme s'il était déjà à Vanessa, et mon hésitation comme un échec moral qu'il devait corriger. Ma mère appelait chaque matin avant le travail, sa voix lourde de déception avant même que je dise bonjour. Elle a passé une autre mauvaise nuit, disait-elle. Le stress aggrave son état. Cassandra, tu dois comprendre ce que cela fait à son corps. Je me tenais dans ma cuisine, la même cuisine que j'avais peinte moi-même après un quart de travail de 12 heures, et j'écoutais ma propre mère m'accuser de rendre ma sœur malade parce que je n'avais pas encore accepté de céder la seule chose que je possédais. La pression de papa était plus silencieuse, ce qui la rendait pire. Il envoyait des articles sur les maladies invisibles, les systèmes de soutien familial et les dommages émotionnels causés lorsque les frères et sœurs refusaient de s'impliquer. Il surlignait des lignes comme « J'étais un étudiant échouant à une leçon ». Un article parlait de sœurs qui devenaient des soignantes pour leurs frères et sœurs malades chroniques, et il a écrit en dessous « C'est ce que fait la famille ». J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. Je voulais répondre « La famille remarque aussi quand une fille travaille jusqu'à l'épuisement pendant 10 ans », mais je ne l'ai pas fait. J'essayais encore de ne pas devenir la personne cruelle qu'il décrivait. Vanessa a rendu cela public en premier. Elle a publié de vagues paragraphes douloureux sur la façon dont les personnes atteintes de maladies chroniques sont abandonnées par ceux qui devraient les aimer le plus. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais tout le monde savait. Ces légendes étaient pleines d'expressions comme maladie invisible, guerrière chronique et protéger ma paix. Des amis ont commenté avec des cœurs et des mains en prière. L'un a écrit « Tu mérites un endroit sûr pour guérir ». Un autre a écrit « Certaines personnes accordent plus de valeur à la propriété qu'aux vies ». Vanessa a aimé celui-là. Je l'ai vue à minuit après des heures supplémentaires, assise sur le bord de mon lit dans l'appartement qu'elle voulait, avec mes bottes encore aux pieds et mes mains sentant légèrement le fil de cuivre. Puis ma tante a appelé en pleurant. Elle avait toujours été proche de moi, ou du moins c'est ce que je croyais. Ta sœur pourrait ne pas survivre à ce genre de stress, a-t-elle dit. Comment pourras-tu vivre avec toi-même si quelque chose lui arrive? J'ai demandé si quelqu'un s'était demandé comment je vivrais avec la perte de la maison que j'avais payée. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, « Mais tu es forte, ma chérie. » C'était encore là. Forte, en bonne santé, capable. Les mots que ma famille utilisait quand ils avaient besoin de me prendre quelque chose et de se sentir justifiés à ce sujet. Pendant quelques jours, j'ai réellement douté de moi-même. C'est la partie embarrassante.
Je me tenais dans mon salon et regardais la plainte fissurée que j'avais eu l'intention de remplacer, le petit balcon que je m'étais promis de construire un jour. Le canapé de magasin d'occasion qui avait survécu à 3 appartements et à un très mauvais rendez-vous avec un homme qui ne parlait que de crypto-monnaie. Je me demandais si j'étais égoïste. Peut-être que Vanessa était vraiment malade d'une manière que je ne pouvais pas voir. Peut-être que les publications à la salle de sport étaient de rares bonnes journées. Peut-être que les concerts étaient sa façon de surmonter la douleur parce que la maladie chronique ne ressemblait pas toujours à ce que les gens attendaient. J'en savais assez pour ne pas rejeter la souffrance invisible. C'était ce qui rendait le mensonge puissant. Il se cachait derrière la douleur de vraies personnes. Mais le doute a une limite. La mienne a pris fin quand Vanessa m'a envoyé un message. Je pensais que tu m'aimais. Je suppose que l'appartement compte plus que la vie de ta sœur. Ni confort, ni honnêteté, une menace déguisée en chagrin d'amour. Je l'ai lu 3 fois et quelque chose en moi est passé de la culpabilité à une froide curiosité. J'ai ricané. Si elle avait besoin de ma maison en raison d'une condition médicale, alors j'avais besoin de comprendre cette condition. Si mon appartement était supposément une partie de son plan de guérison, alors il y aurait sûrement des docteurs, des dossiers, des ordonnances, quelque chose de réel sous 6 années de publications dramatiques et la dévotion aveugle de mes parents. Alors, je leur ai dit que j'envisageais sérieusement le transfert. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour comprendre les besoins de Vanessa afin de pouvoir prendre la bonne décision. Ma mère a pleuré de soulagement. Papa a dit qu'il savait que je changerais d'avis. Vanessa m'a envoyé un émoticône de cœur qui, d'une certaine manière, m'a mise plus en colère que si elle m'avait insulté. Il pensait que je m'adoucissais. Je ne m'adoucissais pas. J'ouvrais mon ordinateur portable. La chose avec les médias sociaux, c'est que les gens oublient qu'ils construisent une chronologie. Vanessa avait 6 années de publication sur sa maladie, mais elle avait aussi 6 années de tout le reste. J'ai fait défiler jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Voyage de randonnée 3 semaines plus tôt, souriant au sommet avec la légende, la nature guérit ce que la médecine ne peut pas. Vacances à la plage il y a 2 mois. Cocktail à la main. Dansant dans les vagues. Autoportrait à la salle de sport du mois dernier. Entraînement terminé. Se sentant forte. Photo de boîte de nuit à 1h00 du matin. Cheveux parfaits, les bras autour des amis, aucune trace de la femme qui, supposément, ne pouvait pas rester debout assez longtemps pour travailler dans un bureau. J'ai tout sauvegardé. Capture d'écran, horodatage, légende, commentaires, jours de magasinage, vidéos de concerts, escapades de fin de semaine, des après-midi entiers au centre commercial, portant des sacs dans les 2 mains. Chaque image ressemblait à un autre carreau sur un sol sur lequel je n'avais pas voulu me tenir. Ensuite, j'ai cherché la clinique près de mon appartement, celle dont Vanessa prétendait avoir besoin d'être proche. Ce n'était pas le bureau d'un spécialiste. C'était un centre de bien-être offrant des massages, des soins du visage et des forfaits de perfusion de vitamines. Pas de l'oncologie, pas de la rhumatologie, pas une clinique de la douleur, un centre de bien-être. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, l'appartement était silencieux à l'exception du réfrigérateur qui bourdonnait dans la cuisine. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, je me sentais malade car si Vanessa avait menti, alors mes parents n'avaient pas été trompés par la maladie. Ils avaient choisi de ne pas regarder. Et maintenant, ils voulaient que je paie le prix de leur confort. Pendant les jours suivants, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas complètement. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, je me suis douché, j'ai mangé quelque chose debout au-dessus de l'évier, puis je me suis assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Et la vie de Vanessa étalée sur l'écran comme des preuves dans une affaire que je n'avais jamais voulu monter. Je me disais que je n'espionnais pas. Je protégeais ce qui était à moi. Mais il y avait des moments, généralement vers 2h00 du matin, où l'appartement semblait trop silencieux, et je me demandais comment une famille pouvait pousser une fille si loin qu'elle devait enquêter sur sa propre sœur comme sur une étrangère. Les publications de Vanessa racontaient 2 histoires, et toutes 2 utilisaient le même éclairage doux. Dans une histoire, elle était fragile, incomprise, piégée dans un corps qui la trahissait, suppliant le monde de comprendre la douleur invisible. Dans l'autre, elle rayonnait sous les lumières des boîtes de nuit, faisant de la randonnée sur des sentiers qui me faisaient mal aux mollets rien qu'à les regarder, posant dans les miroirs des salles de sport avec des légendes sur la discipline et la force. Riant sur les plages avec une boisson à la main.
J'ai tout sauvegardé. Non pas parce qu'une seule photo pouvait prouver quoi que ce soit. La vraie maladie peut avoir de bonnes journées. Mais les bonnes journées de Vanessa avaient englouti 6 années. Et d'une manière ou d'une autre, aucune de ces bonnes journées ne tombait jamais sur un horaire de travail. J'ai créé des dossiers sur mon ordinateur portable. Salle de sport, voyage, boîte de nuit, magasinage, clinique. Ce dernier m'a mise le plus en colère. L'endroit près duquel elle prétendait devoir vivre, l'endroit que mes parents n'arrêtaient pas de mentionner comme s'il s'agissait d'une ligne de vie médicale urgente, était un centre de bien-être. Leur site web montrait des femmes souriantes en peignoir, des forfaits de massage, des soins du visage, des séances de sauna infrarouge, des perfusions de vitamines avec des noms comme éclat et réinitialisation. Pas de spécialiste, pas de rhumatologue, pas de programme de gestion de la douleur, pas de centre pour les maladies chroniques. Vanessa avait construit toute une nécessité médicale autour d'un endroit qui vendait de l'eau aux concombres et des serviettes à la lavande. Ensuite, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai pris un jour de congé personnel au travail et je l'ai suivie. Elle a quitté la maison de mes parents à 9h17 du matin, portant des leggings, une veste ajustée et des lunettes de soleil assez grandes pour cacher la moitié de son visage. Elle ne bougeait pas comme quelqu'un qui tenait à peine le coup. Elle se déplaçait rapidement, téléphone à la main, queue de cheval rebondissante, l'une des bouteilles d'eau réutilisable coûteuses de ma mère coincée sous son bras. D'abord, elle est allée à la salle de sport. Je me suis assise dans ma Civic de l'autre côté de la rue, me sentant ridicule et furieuse pendant qu'elle passait plus d'une heure à l'intérieur. Par les fenêtres avant, je l'ai vue sur un tapis de course, puis avec des haltères, puis riant avec un entraîneur près des tapis d'étirement. Après cela, elle a pris une boisson aux fruits. Ensuite, elle a retrouvé 2 amis pour le déjeuner au centre-ville dans un endroit où une salade coûtait plus cher que ce que je dépensais pour les courses pendant 3 jours. Elle s'est assise dehors au soleil, parlant avec ses 2 mains, rejetant la tête en arrière quand elle riait. Pas de douleur, pas d'épuisement, pas de mouvement prudent. De là, elle est allée faire du magasinage. 3 magasins, presque 3 heures. Elle portait des sacs dans les 2 mains et avait encore assez d'énergie pour essayer des vestes, prendre des autoportraits dans le miroir, et marcher sur plusieurs pâtés de maison jusqu'à sa voiture sans ralentir. J'ai suivi de loin, mon estomac se tordant plus fort à chaque pas ordinaire qu'elle faisait. Une petite partie de moi continuait d'attendre que quelque chose se passe qui me ferait ressentir de la honte. Peut-être qu'elle s'effondrerait dans des toilettes. Peut-être qu'elle s'assiérait sur un banc, tremblante, cachant la douleur à ses amis. Peut-être que je comprendrais enfin la version de Vanessa que mes parents ne cessaient de défendre. Mais rien ne s'est passé. Elle vivait simplement librement, énergiquement, financée par des personnes qui avaient décidé que je lui devais encore plus. La dernière pièce du casse-tête est venue de quelqu'un dont je me souvenais à peine. L'ancienne colocataire de Vanessa, Marielle, avait vécu avec elle avant qu'elle ne retourne vivre chez mes parents. Je l'ai trouvée grâce à une ancienne photo identifiée et je lui ai envoyé un message avec prudence, lui demandant si elle serait d'accord pour parler. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café 2 jours plus tard. Marielle avait l'air nerveuse au début, comme si elle pensait trahir un secret. Mais quand j'ai expliqué que Vanessa essayait de prendre mon appartement à cause de sa maladie, son visage a changé. Elle n'est pas malade, a dit Marielle doucement. Au moins, elle ne l'était pas quand je la connaissais. J'ai demandé comment elle le savait. Marielle a remué son café pendant si longtemps que j'ai pensé qu'elle pourrait ne pas répondre. Puis elle a dit que toute cette histoire avait commencé quand elle n'a plus voulu travailler. Elle avait l'habitude de dire que les emplois vidaient son âme. Puis un soir, après qu'elle en a quitté un autre, elle a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Marielle a levé les yeux vers moi, d'un air presque désolé. Elle a dit, « Si je suis malade, personne ne peut rien attendre de moi. » Les mots m'ont transpercé de froid. Pas un diagnostic, une stratégie. 6 années de mes parents cuisinant pour elle, payant pour elle, la défendant pendant que je travaillais à travers les blessures, les vagues de chaleur et les factures que je ne mentionnais jamais parce que personne n'avait de place pour mes luttes. 6 années de Vanessa transformant l'impuissance en profession. Et maintenant, elle voulait mon appartement comme prime de retraite pour son mensonge. Je suis rentré chez moi avec mon téléphone plein de captures d'écran, mon carnet plein de dates, et une phrase se répétant dans ma tête. Si je suis malade, personne ne peut rien attendre de moi. Je me suis tenu au milieu de mon salon, regardant les murs que j'avais peints, le sol que j'avais économisé pour refaire,
la fenêtre où j'avais l'habitude de regarder le quartier changer tout en me demandant si ma vie le ferait un jour. Pour la première fois depuis ce dîner, j'ai arrêté de me sentir coupable. Il voulait une discussion sur les besoins de Vanessa. Bien. Je leur en donnerai une dans mon appartement, devant ma télévision. Je les ai invités à dîner dans mon appartement, ce même appartement dont ils avaient déjà commencé à parler comme s'il appartenait à Vanessa. J'ai dit à mes parents que je voulais discuter sérieusement de l'arrangement et comprendre exactement ce dont ma sœur avait besoin avant de prendre une décision. Ma mère avait l'air soulagée. Mon père a dit, je savais que tu ferais ce qu'il faut, Cass. Vanessa m'a envoyé un simple cœur par message, puis un émoticône de main en prière, comme si elle avait déjà gagné et que Dieu avait co-signé le vol. Ils sont arrivés tôt. Maman a apporté une tarte achetée en magasin comme si nous célébrions quelque chose. Papa portait un dossier, probablement rempli de formulaires de transfert ou d'articles sur le sacrifice. Vanessa est entrée en dernier, se déplaçant lentement, une main pressée sur sa tempe, sa peau plus pâle que d'habitude sous le maquillage. Elle avait l'air fragile, presque théâtrale. 3 jours plus tôt, je l'avais regardée soulever des poids et rire avec un entraîneur. Maintenant, elle s'enfonçait dans mon canapé comme si marcher depuis la voiture l'avait presque tuée. J'étais gentille. C'était la partie qui les troublait. J'ai préparé des pâtes, versé de l'eau, posé des questions sur le travail de papa et le jardin de maman. Vanessa a à peine touché à sa nourriture, bien qu'elle ait publié des photos de brunch ce matin-là. Je les ai laissés se détendre. Je les ai laissés croire que la culpabilité m'avait adouci. Puis, après le dessert, je me suis essuyé les mains sur une serviette et j'ai dit, avant de parler de transférer quoi que ce soit, j'ai besoin de mieux comprendre ta maladie. Vanessa s'est figée. Si cet appartement est médicalement nécessaire, je veux m'assurer qu'il correspond réellement à tes besoins. Quel est ton diagnostic? Elle a cligné des yeux. C'est compliqué. Je sais, mais qu'est-ce que c'est? La fibromyalgie? La fatigue chronique? Peut-être le lupus? Les docteurs font encore des tests depuis 6 ans, ai-je demandé. Maman s'est penchée en avant. Ces conditions sont difficiles, Cassandra. Je suis d'accord, ai-je dit. C'est pourquoi j'aimerais savoir quel docteur la traite. Si elle a besoin d'aménagement, je dois les comprendre. Des barres d'appui, un éclairage spécial, une filtration de l'air, n'importe quoi de ce genre. Le visage de Vanessa a changé. La petite performance de malade a vacillé et quelque chose de plus aiguisé a transparé. C'est privé. Je ne demande pas de dossier, ai-je dit. Juste des noms. Quel est le nom de ton rhumatologue? Celui qui fait les tests pour le lupus? Silence. Ton docteur traitant? Rien. Un spécialiste de la douleur? Un neurologue? N'importe qui que tu as vu au cours des 6 dernières années pour la maladie qui t'empêche de travailler mais qui nécessite en quelque sorte mon appartement. Papa a regardé Vanessa. Il l'a vraiment regardée. J'ai vu la première fissure s'ouvrir dans ses certitudes. Maman est intervenue précipitamment. Peut-être qu'elle ne se souvient pas des noms sous la pression. Elle se souvient du nom de chaque forfait de centre de bien-être qu'elle réserve, ai-je dit. Vanessa s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. C'est dégoûtant. Tu m'interroges. Non, ai-je dit en ramassant la télécommande. J'en ai fini d'être interrogé sur ma compassion. J'ai allumé la télévision. Mon téléphone était déjà connecté. La première photo est apparue en grand sur l'écran. Vanessa à la salle de sport 3 semaines plus tôt, souriant dans le miroir avec des haltères à côté d'elle. La légende disait, corps fort, esprit fort. Personne n'a parlé. La deuxième photo, Vanessa dans une boîte de nuit le mois dernier, les bras autour de ses amis dansant à 1:00 du matin. La troisième, Vanessa sur un sentier de montagne plus tôt, debout au sommet d'une randonnée de 5 miles. Puis des plages, des sorties de magasinage, des concerts, des fêtes d'anniversaire, des cocktails, des escapades de fin de semaine, 6 années d'énergie d'une femme qui prétendait ne pas pouvoir travailler un seul quart de travail. Maman a chuchoté. Peut-être que c'était de bonnes journées. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Le centre de bien-être que Vanessa avait appelé sa clinique. Soins du visage, massage, perfusion de vitamines, forfait de récupération à la lavande. La mâchoire de papa s'est contractée.
Puis j'ai lu le message de Marielle à voix haute. Elle a dit, si je suis malade, personne ne peut rien attendre de moi. Vanessa a explosé. Tu m'as espionné. Tu es obsédée. C'est toi la malade. Je suis restée assise. Tu m'as demandé de te donner l'appartement que j'ai payé pendant 10 ans parce que tu prétendais être trop malade pour travailler. Mais tu es en assez bonne santé pour faire la fête, faire de la randonnée, magasiner, voyager et aller à la salle de sport. Tu n'es pas handicapée, Vanessa. Tu mens. Et tu mens depuis 6 ans. Elle a hurlé des mots que je ne répéterai pas. Elle a pleuré, puis a juré, puis est sortie en trombe si fort que ma porte d'entrée a tremblé. Et un tableau sur le mur s'est incliné sur le côté. Mes parents sont restés figés à la table, comme des gens qui se réveillent dans une maison qu'ils ont construite et qui réalisent soudainement qu'elle est faite de fumée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'ils avaient compris. Puis maman a dit, même si elle a exagéré, elle a toujours besoin de soutien. Tu devrais quand même l'aider. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être a finalement guéri. Je me suis levé et je les ai regardés tous les deux. J'ai travaillé 10 ans pour cet appartement. Elle a travaillé 0 jour pour cela. Je ne récompense pas une arnaque. Le visage de maman s'est durci. Alors peut-être que tu n'as pas ta place dans cette famille. J'ai regardé autour de mon petit salon tout ce que j'avais gagné pendant qu'ils me regardaient lutter et qualifiaient Vanessa de démunie. Je n'ai jamais vraiment été la bienvenue de toute façon. J'ai dit que j'étais utile. Il y a une différence. Ils sont partis sans dire un autre mot. Et quand la porte s'est fermée derrière eux, mon appartement a semblé silencieux pour la première fois depuis des années. J'ai coupé les ponts avec mes parents et Vanessa cette nuit-là. Pas de façon dramatique. Pas avec un discours final, j'ai juste bloqué des numéros, mis des proches en sourdine, et j'en ai dit assez à quelques amis proches pour qu'ils comprennent pourquoi je ne me présentais plus au dîner de famille. Pendant les premiers mois, le silence ressemblait moins à de la paix et plus à un sevrage. J'avais passé tellement d'années à être utile que ne pas être nécessaire donnait presque l'impression de faire quelque chose de mal. Je préparais du café dans ma cuisine, je regardais autour de moi dans l'appartement qu'il m'avait presque convaincu de céder, et j'entendais encore la voix de ma mère dire « Alors peut-être que tu n'as pas ta place dans cette famille ». Certains jours, cette phrase faisait mal. D'autres jours, elle expliquait tout. 6 mois ont passé avant que ma tante n'appelle. La même tante qui avait pleuré que Vanessa pourrait ne pas survivre sans des conditions de vie adéquates. Sa voix était plus douce cette fois. Prudente. Je pensais que tu devrais savoir, a-t-elle dit. Vanessa a trouvé un emploi. J'ai presque ri, mais c'est sorti comme de l'air quittant mon corps. Elle quoi? Ma tante m'a dit que mes parents avaient finalement vérifié. Vraiment vérifié. Pas de docteur, pas de diagnostic, pas de spécialiste, juste des rendez-vous au centre de bien-être, des reçus de magasinage, et des années d'histoire qui se sont effondrées au moment où l'argent a cessé de les soutenir. Ils lui ont coupé les vivres. Et soudainement, la maladie qui rendait le travail impossible est devenue suffisamment gérable pour un emploi du temps. J'ai posé des questions sur mes parents. Même si je me détestais un peu de m'en soucier, ma tante a dit que papa avait honte et était en colère contre lui-même. Maman avait plus de mal. Elle n'aimait pas admettre qu'elle avait eu tort, surtout pas au sujet de Vanessa. Je le savais déjà. Ma mère avait construit une version entière de la maternité autour de la protection de la fille qui exigeait le plus et de l'ignorance de la fille qui survivait avec le moins. Admettre que Vanessa avait menti signifierait admettre qu'elle m'avait regardé lutter pendant des années sans aucune bonne raison. 6 autres mois se sont écoulés. Une année entière après le dîner qui a tout fait éclater, papa m'a envoyé un message. Nous avions tort. Nous l'avons cru parce que c'était plus facile que de la remettre en question. Je suis désolé. J'ai fixé ce message pendant une semaine. J'ai écrit des réponses en colère, des réponses froides, de longues réponses pleines de chaque facture impayée et de chaque heure supplémentaire et de chaque moment où j'avais eu besoin d'aide et avait reçu le silence. À la fin, je n'ai envoyé que « Merci de l'avoir dit. J'ai besoin de temps ». 1 mois plus tard, j'ai accepté de le rencontrer pour un café. Juste lui. Juste une fois. Il avait l'air plus vieux quand je l'ai vu, pas malade, pas brisé, juste plus petit d'une certaine manière, comme si les certitudes étaient finalement devenues trop lourdes à porter. Il ne s'est pas défendu et c'est ce qui comptait.
Il n'a pas dit que Vanessa les avait trop bien manipulés ou qu'ils avaient eu l'intention d'aider leurs 2 filles. Il a dit qu'il m'avait laissé tomber. Il a dit que regarder les photos sur ma télévision l'avait forcé à voir à quel point il avait travaillé dur pour ne pas voir. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Je ne l'ai toujours pas fait complètement, mais je le laisse essayer. Et maintenant, parfois il appelle pour poser des questions sur le travail, sur l'appartement, sur le match, de petites choses, des choses prudentes, des choses honnêtes. Maman et Vanessa sont différentes. Maman ne s'est jamais excusée. Vanessa m'a envoyé un message une fois, il y a 6 mois. Je travaille maintenant. Es-tu heureuse? Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Je n'étais pas heureuse qu'elles doivent travailler. J'étais triste qu'elle ait pensé que mentir était plus facile que de vivre honnêtement. Je n'étais pas fier de l'avoir démasquée. J'étais fatigué d'avoir eu à le faire. Elle travaille maintenant et j'espère vraiment qu'elle continuera. Je ne veux pas qu'elle échoue. Je voulais seulement que ma famille arrête de la récompenser pour avoir échoué exprès. Je vis toujours dans mon appartement. Mon appartement. J'ai ajouté le petit balcon dont je rêvais quand j'étais trop fauché pour acheter des rideaux décents. Je m'y assieds le dimanche matin avec un café et je regarde le quartier se réveiller. Le studio de yoga se remplit tôt. Le café a une file d'attente qui sort par la porte. Des couples passent avec des poussettes, des livreurs se garent en double file, des chiens aboient après rien, et la vie continue d'avancer comme si elle n'avait aucune idée que ce petit appartement d'une chambre était autrefois le champ de bataille de toute ma famille. Parfois, les gens demandent si je regrette d'avoir démasqué Vanessa devant tout le monde au lieu de lui parler en privé. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que ma famille n'ait pas pu gérer l'honnêteté jusqu'à ce que cela devienne une explosion. Mais je ne regrette pas d'avoir protégé ce que j'ai construit. Certaines personnes comptent sur votre silence. Elles comptent sur le fait que vous soyez trop poli, trop fatigué, trop effrayé de faire une scène pour dire la vérité à voix haute. Vanessa a compté sur mon silence pendant 6 ans. Mes parents ont compté dessus aussi. Ils ont supposé que la fille travailleuse céderait parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Ils avaient tort. 10 années de travail, 6 années de mensonges. Un dîner qui a tout changé. J'ai gardé l'appartement. J'ai perdu la majeure partie de ma famille. J'ai gagné un père qui apprenait à être désolé. Et une vie qui est enfin la mienne sans que la culpabilité soit attachée à la porte d'entrée. Certains jours, je pense que la paix devrait sembler plus grande que cela. La plupart des jours, c'est suffisant car une paix construite sur des mensonges n'est pas du tout la paix. C'est un esclavage silencieux. J'ai choisi la liberté même quand c'était solitaire, même quand ça faisait mal. Et chaque matin, où je me réveille ici dans la maison que j'ai payée de mes propres mains, je sais que j'ai fait le bon choix.